Mesdames et messieurs, bienvenue dans cet autre numéro de votre émission Le Grand Jury qui reçoit ce soir pour vous un ancien porte-parole d'un des gouvernements du président Ibeka, aujourd'hui farouchement opposé à son ancien patron, si je peux m'exprimer ainsi. Ses prises de position au niveau du Front pour la sauvegarde de la démocratie FSD sont tranchées et tranchantes lorsqu'il est question de dénoncer le régime du président Ibeka. Chers téléspectateurs, auditeurs de la 98.1 FM, le président du MPR, Dr Shogel Kokala Maïga, est devant le grand jury ce soir pour vous aider à comprendre les enjeux de la manifestation conjointe CEMAS, FSD et EMK de ce vendredi. En tout cas, docteur, bienvenue devant le grand jury. Bonsoir, bonjour. Avec moi pour vous interroger, nous avons Shahana Takiou, directeur de publication du journal Le 22 septembre. Bonsoir Takiou. Bonsoir monsieur Sidibé. Également nous avons Abdraman Keita, directeur de publication du journal Les Témoins. Le sourire habituel cette fois-ci, je me suis gardé de le faire. C'est bon pour l'ambiance. Ok, je suis Oumar B. Sidibé pour conduire, en tout cas pour distribuer la parole. Encore une fois, merci et bienvenue monsieur l'invité. Voici la composition du jury. Est-ce que vous avez une observation particulière quant à sa composition? Il paraît que c'est les deux grands cuisiniers chez vous ici, qui savent cuisiner les hommes politiques à peu près à 200-500 degrés. J'espère qu'aujourd'hui, je ne vais pas être fondu avec leur chaleur. Je vais résister. Abdraman, en avant-propos? En avant-propos, je dirais que vraiment notre objectif et notre dessein n'est pas de cuisiner quiconque. Au contraire, s'il y a une chaleur quelconque, c'est la chaleur de l'accueil et de nos différents invités. Et notre seul objectif, c'est de nous amener à dire clairement, à clarifier leur position et passer par nous pour clarifier leur position. Vous parlez déjà à l'ensemble de nos téléspectateurs qui ne comprennent pas souvent. L'ensemble des téléspectateurs, que ce soit de la radio ou bien de la télévision et des auditeurs de la télé, attendent comme nous de nos invités de mieux clarifier leur position par rapport aux démarches et aux actions qu'ils entreprennent sur la scène politique. Chana, un avant-propos? Bon, avant-propos, c'est que nous avons un grand homme devant nous, un grand orateur, un acteur principal de la classe politique. Donc, nous, notre rôle, comme il a dit, on va le cuisiner. Okay. Il faut qu'il dise des choses. Okay. On va le pousser à dire des choses. Je sais que certains de ses supporters, peut-être, n'aimeraient pas certaines questions, mais aucune question n'est tabou pour nous. Ok, les caps étant fixés, nous allons aborder, en tout cas, ouvrir nos échanges. Et, monsieur le ministre, quand le soleil se lève, même si on est sous sa tente, les rayons nous parviennent. Cette déclaration est de vous lorsque vous portiez la parole d'un des gouvernements du président Ibeka. Beaucoup de Maliens se demandent aujourd'hui est-ce que vous pouvez nous expliquer cette histoire des tentes et des rayons de soleil qui nous parviennent? Est-ce qu'aujourd'hui votre position s'explique du fait que les rayons du soleil du régime Ibeka ne vous parviennent plus? Merci beaucoup Sidibé. Vous savez, dans notre pays, beaucoup parlent des déclarations des hommes politiques en les sortant de leur contexte. Vous savez, une déclaration politique, pour bien la comprendre, il faut toujours la situer dans le contexte. En fait, cette déclaration dont vous parlez, je l'ai tenue en tant que ministre porte-parole du gouvernement. Je suis rentré dans le gouvernement en janvier 2015 et je crois que cette déclaration date d'octobre-novembre 2015. De quoi s'agissait-il? Vous savez, moi, quand je suis dans une action, je suis là-dedans entièrement, intégralement, je donne le meilleur de moi-même. Tous les gouvernements auxquels j'ai participé, toutes les activités politiques, sociales auxquelles j'ai participé, les activités professionnelles, même quand j'étais à l'école, vous pouvez demander à mes professeurs, à mes promotionnaires, je fais tout avec le plus grand engagement et le plus sérieux. Porte-parole du gouvernement, quand je venais dans le gouvernement, il m'avait été dit que le président souhaitait que je sois à ses côtés pour réaliser les engagements qu'il a pris devant le peuple malien en 2013. Je rappelle qu'en 2013,
une situation inédite dans l'histoire de l'Afrique et du monde s'est passée, où Ibrahim Boubacar Keïta avait été élu pratiquement à l'unanimité. Il a été presque plébiscité avec 77%. Et son challenger est allé le féliciter. Donc pratiquement il a été élu à l'unanimité. Les engagements donc qu'il a pris ce jour-là, j'étais censé être venu dans le gouvernement pour l'aider à les réaliser. Oui, mais quand vous voyez cette vidéo, cette déclaration faire les choux gras des réseaux sociaux aujourd'hui, des internautes, est-ce que finalement vous regrettez de l'avoir tenu? Non, pas du tout. Au contraire, moi ça m'amuse un peu. Vous savez, ceux qui l'ont mis sur les réseaux, c'est une façon de dire que je suis dans la contradiction. Pas du tout, je n'en suis pas. Il faut que je vous dise le contexte. En 2015, le président Keïta a effectué une visite d'État en France. C'était presque une première. Les honneurs lui ont été présentés. Il a été accueilli avec tous les honneurs. Et je pense que l'ensemble des Maliens étaient fiers que leur président soit accueilli ainsi. Il est allé exposer l'ensemble des problèmes que les Maliens avaient et nous espérions qu'effectivement des solutions allaient être trouvées. Il s'est trouvé un opposant, je crois que ce sont ces partisans qui ont mis ça ici, qui s'est organisé pour aller en France pour saboter la mission du président. Vous faites allusion à quel opposant? Il est allé voir on vous connaît pour votre il est allé voir des sénateurs, des hommes de presse, des maires, des élus, des ministres, tout ce qu'il connaissait pour démarcher pour que la visite échoue. Moi, j'ai vu un ministre de retour m'a montré les textos qui ont été envoyés à des sénateurs, à des ministres et à des élus. Et un des élus a dit à ce ministre, mais ce monsieur, il ne sait pas que c'est nos autorités qui ont invité Ibeka, on ne peut pas saboter sa mission. Ça n'a pas suffi. Le président devait aller rencontrer les Maliens. Des gens se sont organisés pour aller saboter cette rencontre. Au point que le lieu, les autorités du pays d'accueil ont demandé d'annuler. Le président dit non, je vais rencontrer les Maliens. Ils ont donc changé le lieu de la rencontre. Ils se sont persistés pour monter un énergumène qui allait de façon désobligeante parler au président, au point que c'est la garde qui l'a exfiltré. Vous vous rappelez, le président s'était même énervé en parlant avec beaucoup d'énergie et en disant des choses. Au retour, il a même traité l'opposant. Non, attendez, c'était là-bas déjà. Okay. Au retour, à l'interview à l'aéroport, il est revenu sur les mêmes mots. Moi, j'étais porte-parole du gouvernement. Vous savez, moi, je m'assume. Quand il était question de petit monsieur, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé monsieur le président de la République. J'ai dit, monsieur le président de la République, on ne peut pas laisser ça passer sur les médias d'État. Si je suis le porte-parole du gouvernement, votre conseiller en communication, je pense que ce n'est pas bon. Vous devez vous mettre au-dessus de ces contingents. Laissez le gouvernement et les partis qui vous soutiennent répondre à ça. Okay. Donc, il faut que je termine parce que c'est un sujet très important. Il faut que les Maliens le comprennent. Le président m'a dit, mais pourquoi? Je lui ai expliqué largement. Il m'a dit, bon, monsieur le ministre, si vous pensez que c'est comme ça, faites ce que vous pensez être bien. Effectivement, j'ai intervenu, ça n'a pas passé sur les médias, mais c'était déjà parti sur les réseaux sociaux. Alors, le lendemain, il y a eu encore un mail où le président a été traité de tous les noms. Et naturellement, au niveau du gouvernement, avec le Premier ministre, on a dit, il faut quand même qu'on explique aux Maliens que ce qui est en train de se passer n'est pas normal. Il y a des gens qui voulaient aller dans les extrémités, mais je crois que le gouvernement a pris ses responsabilités. Il y a un texte où nous avons dit que cette visite qui a été faite au nom du peuple malien a été une réussite. C'est là où on parlait du soleil qui éclairait. Et quand quelqu'un se met à vouloir étouffer, noircir ça, en tant que porte-parole du gouvernement, il était de mon devoir de le répondre. Et c'est pour cela que vous allez voir communiqué du gouvernement. Ça a été validé par le Premier ministre, par le président de la République, et il m'a été demandé en tant que porte-parole du gouvernement de le lire. Donc je ne vois pas ce qu'il y a là-dedans de contradictoire. Si maintenant, plus tard, on s'est séparés, on ne peut pas m'opposer ça. Ibeka a été Premier ministre d'Alpha Oumar Konaré pendant 6 ans. Il est venu s'opposer à Alpha en 2002. Macky Sall a été ministre, Premier ministre, président de l'Assemblée de Ouad pendant des années. Il est venu s'opposer à Ouad.
Macron a été ministre, on l'a connu ministre de Hollande. Il est venu s'opposer à lui. Moi, j'étais avec lui parce que je croyais à son projet, à ce qu'il a dit aux Maliens. En cours de route, je me suis rendu compte que je me suis trompé, comme tous les Maliens. Pour revenir à la C'est aussi simple que ça. Somme toute, avec la tournure actuelle des choses, est-ce que vous en rougissez au point de regretter d'avoir collaboré avec le régime actuel? On ne regrette quand on prend une décision en connaissance de cause. On tire les leçons lorsqu'on considère qu'on s'est trompé. Mais on ne regrette pas, parce qu'en fait, dans la vie, il faut toujours faire des choix. C'est après qu'on se rend compte qu'on s'est trompé. Moi, j'ai fait 1 an et demi dans le gouvernement. J'ai dit plusieurs fois sur vos plateaux que plusieurs fois, je voyais des choses qui ne marchaient pas. J'ai pensé qu'en tant que ministre, responsable de parti, il fallait que je discute avec le président pour lui apporter la valeur ajoutée dans son analyse de la situation. Je n'ai jamais été reçu, j'ai gardé mon calme jusqu'à ce que je suis sorti du gouvernement. Chahana, sur la déclaration. Oui, monsieur le ministre, monsieur le président du MPR, du FSD, j'allais dire, vous dites que vous vous êtes trompé. Oui, vous êtes trompé. Pourquoi vous n'avez pas démissionné? Vous avez attendu être remercié du gouvernement pour venir nous dire aujourd'hui que vous êtes trompé? Et je ne suis pas président du FSD. Le président du FSD, c'est Soumaïla Cissé. Je préside les séances de travail en son absence. Maintenant, je vais vous expliquer. Lorsque vous rentrez dans un gouvernement, parce qu'il est important que les Maliens comprennent, vous avez 2 décrets. Il y a un premier décret qui vous dit vous êtes nommé ministre. Il y a un deuxième décret qui vous dit il y a les missions pour lesquelles vous êtes venu. Vous ne venez pas vous occuper de tout. Vous vous occupez de ce pourquoi vous êtes venu. Vous ne vous occupez pas des autres questions, sauf si on vous interroge là-dessus. Lorsque ça atteint un niveau où, de par vos convictions profondes, vous n'êtes plus d'accord. En ce moment, de 2 choses l'une, vous démissionnez avec fracas, ou bien vous créez les conditions respectables ou respectueuses d'une sortie du gouvernement. Je vais vous expliquer. Quand je suis arrivé au gouvernement, j'ai donné le meilleur de moi-même. J'ai pris mes responsabilités pour faire face à 3 grands dossiers. Je peux demander à mes collaborateurs. Il dit la continuité de l'État aidant. Je veux qu'on mette en top priorité tous les 12 grands dossiers de l'État dans le domaine de la communication qui n'ont pas été résolus depuis plusieurs gouvernements. Top priorité numéro 1. Deuxième priorité, c'est Ibeka qui a été élu. Prenez les engagements qu'il a pris au niveau du peuple malien, mettez-les sur la table. Et ce n'est qu'en 3e position que mes initiatives personnelles viennent. On a pris sur ce plan le dossier de la haute autorité de la communication, qui était dans le pipeline depuis 1992. Ça a été sorti, voté, nommé les responsables pendant les 6 mois où j'étais là. Vous prenez la réforme de l'audiovisuel. Depuis 2006, le gouvernement malien s'était engagé à le réaliser, la réforme de l'audiovisuel. Vous vous rappelez des grèves de l'ORTM? La loi a été votée, la réforme réalisée. Vous vous rappelez de l'AMAP, qui partait imprimer chez des privés à 4 millions par jour le journal de l'État, l'essor. Ils avaient une imprimerie qui date de 25 ans. Ils ont une imprimerie. La question est que pourquoi vous avez attendu pour qu'on vous démette? Il faut faire de la pédagogie parce que c'est une question importante qu'il a posée, les Maliens ont besoin de comprendre. Donc, entre autres, je m'arrête à ça, vous avez, j'ai imaginé que le gouvernement n'avait pas une cellule forte de communication. On a initié le centre d'information gouvernementale, SIGMA. Le décret a été adopté. Ça, c'est donc les grandes questions, je pouvais en citer, je m'arrête là pour ne pas vous ennuyer. Je suis venu maintenant aux engagements du président de la République. Il y a 2 engagements forts que le président a pris. Un étudiant, un ordinateur. J'ai mis une cellule, on a travaillé pendant 6 mois. J'ai demandé au ministre de l'Éducation combien d'étudiants il y a au Mali en 2015. Il y avait à peu près 130 000 étudiants. L'horizon 2018, environ 180 000. On a fait un projet sur 200 000 pour qu'à la fin du mandat, Ibeka puisse dire « j'ai promis, je l'ai fait ». Il y a sur 13 000 villages qu'il y a au Mali, il y a 3 000 villages qui n'ont pas de téléphone. Il faut que les 3 000 villages aient des téléphones que sur le plan des télécoms, à la fin du mandat, Ibeka dit voilà. Voilà ce dont je me suis occupé. Je ne parle pas de mes initiatives personnelles. Qu'est-ce qu'il en est suivi après? On a fait la HAC, on l'a installée. On a refait la réforme de l'audiovisuel.
l'AMAP a pris son imprimerie. Lorsque le SIGMA, le centre d'information gouvernementale, le décret a été pris, le même jour, le président a donné des instructions de l'enlever de chez moi, de le ramener à la primature. On a créé pour couvrir l'ensemble des villages l'agence de gestion du fonds d'accès universel. Décret pris, on a enlevé, on l'a amené chez le Premier ministre. Donc toutes les structures qui devaient m'aider à travailler, dès qu'ils sont mis en place, on les sort, on les amène à la primature. Mieux. Comme si on vous poussait à la sortie. Mieux, le plus important, mieux. Les 200 000 ordinateurs, on a identifié le nombre, on a même voulu créer un centre de maintenance à l'INI, on a lancé l'appel d'offres. À 2 semaines, je reçois une instruction de dire d'arrêter. Quelques années après, j'ai vu qu'on a donné 10 000 tablettes aux étudiants. Il y en a même eu 2 morts le jour où on les a donné, au lieu de 200 000. Et donc, j'ai compris qu'en vérité, on nous a amenés dans le gouvernement pour aider quand c'est difficile. Mais chaque fois qu'on veut résoudre des problèmes, ou quand des structures sont créées pour aider à travailler, on les enlève. Mais vous savez, quand vous êtes dans un gouvernement, il ne faut pas oublier que c'est le président qui a été élu. C'est ce que je disais à mes collaborateurs. Nous sommes en quelque sorte des employés du chef de l'État. C'est lui qui a un contrat. Donc quand il refuse, mais vous laissez, vous n'allez pas démissionner chaque fois que vous n'êtes pas d'accord. Le jour où je devais démissionner, et vous pouvez demander aux membres du gouvernement, je ne donne pas des noms de hautes responsabilités, de hauts responsables qui sont venus chez moi à la maison pour me dire de ne pas le faire. Je lui ai dit que je ne vais pas démissionner. C'est le jour où on a amené l'histoire des autorités intérimaires. En conseil des ministres, 2 ministres plus un premier ministre. Ils font un document en interprétant de façon abusive l'accord pour la paix et la réconciliation nationale et prendre une décision qui consistait dans les régions du Nord à éliminer tous les organes élus et les remplacer par des gens que les mouvements armés nomment. Ce jour-là, l'accord parle de période intérimaire. L'accord n'a jamais parlé des autorités. Non. Draman, il y a la loi sur les autorités intérimaires qui a été votée en avril-mai 2016. Ce jour-là, le ministre a voulu introduire subrepticement les moyens qui lui permettaient de dissoudre. Les députés ont refusé. C'est après le vote de la loi qu'ils ont été concoctés un texte. Et ils ne l'ont pas débattu au niveau du gouvernement. Le Premier ministre a pris, il l'a amené à l'ONU. On est venu le distribuer au ministre à la fin du conseil, juste pour qu'on ne dise pas qu'on n'était pas au courant. Ce jour-là, je ne dévoile pas les décrets de délibération. Les uns et les autres le savent. J'ai dit aux ministres qui l'ont fait, c'est un acte de trahison. Parce que les mouvements armés ont pris les armes pour prendre le pouvoir politique. Ils ne l'ont pas eu dans les négociations, ils ne l'ont pas eu par les armes. Je ne vois pas au nom de quoi vous allez dissoudre les organes élus dans les régions du Nord pour que les mouvements armés nomment des personnes. Okay. On m'a dit ce jour-là qu'il n'y a pas de débat. On a voulu que j'aille expliquer à la télévision. J'ai dit à qui de droit que je ne ferai pas le porte-parole sur ce dossier. Le même jour, vous pouvez demander au niveau de mon parti, j'ai réuni les vice-présidents de mon parti. Je leur ai dit que je ne peux plus rester dans cette équipe parce que la voie qu'ils ont choisie me semble être une voie de trahison. Par contre, le président, j'ai beaucoup de respect pour lui. Je ne veux pas le gêner. Je ne veux pas créer d'incidents pendant son mandat. Et peut-être que j'aurai tort à la fin. Je vais demander de me décharger de mes fonctions de ministre en douceur, sans faire des spectacles. C'est un ancien qui m'a dit, qui connaît l'État. Il me dit, Dogo, nous on sait comment l'État fonctionne. Si tu ne veux pas faire des vagues, tu ne veux pas gêner Ibeka, ne démissionne pas. Ce que tu nous as dit là, si c'est vrai, ils ne pourront plus travailler avec toi, ils vont te sortir d'ici 2 semaines. S'ils ne t'enlèvent pas, tu démissionnes. Une semaine après, on m'a appelé pour je suis sorti. Et quand je suis sorti, j'ai fait 2 ans. Par dignité, par respect pour le président, par respect pour l'État, je ne l'ai jamais critiqué. Okay. Ce n'est qu'aux élections de 2018 que j'étais obligé de m'expliquer. Quand tu vas dans une campagne, il vaut bien que tu t'expliques pourquoi tu n'es pas d'accord avec le ministre. Vous avez parlé de démission, Cissé, s'il vous plaît. Donc, les démissions, ce n'est pas toujours une preuve de courage. Hein. Souvent, les gens veulent du spectacle. Okay. Vous avez parlé de Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition. Depuis son enlèvement, aucune déclaration de la part de ses ravisseurs. Aujourd'hui, en tout cas, vous dirigez les rênes du FSD. Où en sommes-nous avec la recherche de Soumaïla Cissé?
Les camarades du FSD m'ont fait l'honneur de présider les séances en l'absence de Soumaïla. Il y en a qui mettent président par intérim, j'ai dit non. On n'a pas décidé qui est intérimaire. Ils m'ont dit de présider les réunions, je les préside autant que je peux. Nous faisons tout, je crois que vous avez tous suivi ce que nous faisons, les déclarations. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, nous prions vraiment pour que Soumaïla nous revienne sain et sauf. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, dans toutes les revendications que le FSD fait, seul ou en alliance, la libération de Soumaïla Cissé est un de nos objectifs fondamentaux aujourd'hui. Ça fait partie des éléments qui fondent le FSD. Sans Soumaïla, il n'y avait pas de FSD. Le FSD, c'est plusieurs partis, mais c'est quand même autour de lui que ça se constituait. Donc c'est le chef de notre groupement qui est absent aujourd'hui. Nous nous battons pour qu'il revienne. Pourquoi est-ce que vous marchez pour la démission du président de la République et non pas pour la libération de Soumaïla Cissé? La libération de Soumaïla fait partie des revendications. Si vous lisez bien notre communiqué. Maintenant, la démission du président, je crois qu'on s'est suffisamment étendu là-dessus. Je vais juste vous dire 2 à 3 choses, personnellement, qui m'ont convaincu que ce mouvement, je dois y adhérer. Vous savez que le président Keïta, en arrivant au pouvoir, a eu des mots forts. Le Mali d'abord, restaurer la dignité de l'armée, la dignité des Maliens. Moi, vous savez, de 2002 à 2013, les slogans du MPR, Kamali Dambé Ségué Ama, la dignité et l'honneur du Mali, une armée forte, un État digne de ce nom. C'était mes slogans. J'ai retrouvé ça dans le slogan d'Ibeka en 2013. Je me suis reconnu dans ce qu'il a dit. Je suis allé avec lui. À la fin, j'ai fait le bilan, je vous ai dit comment j'ai quitté le gouvernement. Quand Ibeka venait, il y a 2 situations. Une situation que ses partisans peuvent développer, qui est juste. Il a trouvé un État à terre. Il a trouvé une situation qui n'était pas favorable. En face de lui, il avait une opposition qui ne faisait aucune concession. Il avait des partenaires parmi lesquels il y en a eu qui faisaient le double jeu. On lui mettait le bâton dans les roues. L'affaire de Stomy, tout le monde sait que c'était du chantage d'État. La preuve, c'est qu'il est rentré dans les rangs. On a dit qu'il y a eu un non-lieu. Donc voilà la situation dans laquelle il a trouvé le pays. Nous, on était des politiques. On a fait une note que je peux vous montrer que nous voulions lui soumettre. On n'a pas pu le voir. On a pensé qu'il pense qu'on cherche des postes de ministre. On attend que le gouvernement soit fini pour aller. Parce que quand vous soutenez quelqu'un, vous lui apportez des idées. Et maintenant, donc ça, c'est la situation qui lui est favorable. Il faut que... Non. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, la Attends. priorité, est-ce la démission d'Ibeka ou bien la libération de Soumaïla Cissé? Je vous explique, c'est des choses qui n'ont rien à voir. Ok. Il y a des choses qui n'ont rien à voir. La priorité, j'ai dit. Pour vous, FSD, la priorité, c'est la Non, il ne faut pas mettre priorité 1, 2, 3, 4. Depuis que Soumaïla était là, Soumaïla n'avait pas reconnu Ibeka. Il a fini par le reconnaître. Donc c'était un combat de longue date avant l'enlèvement de Soumaïla. Maintenant, je disais ça, que la situation qui lui était favorable. Maintenant, la vérité, c'est que quand il venait au pouvoir, il a trouvé, non, il faut que l'opinion, il a trouvé l'accord de Ouagadougou. L'État malien était à Kidal. Au bout de 5 ans, l'État n'est plus à Kidal. L'armée, il a présenté un programme de réarmement. Avant lui, c'était un budget de 400 milliards. Il l'a amené à 250 milliards, 230 000, 1230 milliards. Ça a été voté. Aucun des objectifs assignés n'a été atteint. La corruption, vous voyez, c'est décrit. Il dit quand il vient, 0 corruption. Tout le monde dit qu'il n'y a jamais eu de corruption plus qu'aujourd'hui. Le Mali est devenu la risée du monde. Et donc les gens aujourd'hui... Est-ce que vous pensez que la libération de Soumaïla Cissé passe par la démission du président Ibeka aujourd'hui? C'est ça la question. Non, vous êtes en train de vouloir me faire dire ce que je ne dirais pas. Le fait de dire qu'on n'est pas content de Ibeka, ça a été dit avant que Soumaïla ne soit pris. Même si Soumaïla sort aujourd'hui, il viendra de demander la libération de Ibeka. Monsieur le Président. Donc on a été déçus à la fin. Tout ce que vous décrivez, On a été déçus. tout ce que vous décrivez aussi, Oui. comme
Non, effectivement, d'Ibeka, comme mauvaise gouvernance d'Ibeka, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas une génération spontanée. Ça a existé pendant que, comme il l'a dit, vous étiez encore au gouvernement. Non, vous êtes vous ne l'avez jamais décrié. Mais non, qui vous a dit que... Mais quand vous n'êtes pas, vous ne pouvez pas être dans un gouvernement, il faut quand même qu'on soit sérieux. Quand vous êtes dans un gouvernement, ce n'est pas tout ce qui se passe comme vous voulez. Si chaque fois que vous n'êtes pas content, vous devez sortir pour critiquer le gouvernement, même dans votre famille, vous n'en aurez pas. Okay. Mais ça, c'est une chose. Mais quand vous n'êtes pas dans le gouvernement, je vous dis qu'après tout ça, mais regardez ce qui s'est passé récemment. Monsieur le Président. Les élections ne permettent plus à quelqu'un d'accéder au pouvoir après les élections législatives. C'est ça la goutte d'eau qui a fait déborder. Nous sommes dans une démocratie. Oui. Vous avez le droit de dénoncer, de critiquer, de marcher, de faire des meetings. Mais aller jusqu'à demander la démission du président de la République pour les raisons évoquées, est-ce que vous ne trouvez pas cela excessif? Je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas excessif. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est laquelle? Il y a des élections, il y a ce qu'ils ont appelé le dialogue national. Je ne reviens pas là-dessus, vous connaissez mon opinion là-dessus. Le dialogue a fixé des priorités. Retour de l'armée de la sécurité, retour de l'administration et de l'État, l'organisation des élections, la relecture de l'accord pour la paix et la réconciliation suivant l'article 565, qui était d'ailleurs un piège des rebelles parce que ça leur donne un droit de veto. Ils ont organisé les élections, l'opposition a dit attention, il n'y a pas le retour de l'administration, il n'y a pas le retour de l'armée. Soumaïla, elle est dans le bureau du ministre de l'Éducation, de l'administration, qui lui a dit qu'il garantit la sécurité de tout le monde. Ce qui est advenu de Soumaïla, vous le savez. Donc, zéro. Mieux. Maintenant, malgré tout vous connaissez la réalité du terrain mieux que le ministre. Si le ministre a dit qu'il garantit la sécurité de Soumaïla Cissé, l'ensemble des Maliens, les leaders politiques que vous êtes, vous connaissez la situation sécuritaire dans l'ensemble du Mali, surtout au niveau de cette partie du territoire. Mais on ne peut pas, on peut pas être au même niveau d'information que le ministre. Ça, quand même, nous voyons les morts, les attaques tous les jours qui contredisent ce que le ministre dit. Et vous croyez au ministre malgré toutes ces attaques, ces morts? Ça veut dire comment vous avez osé croire au ministre? Ça veut dire simplement que ce que le dialogue national a demandé comme préalable avant les élections, ils ne l'ont pas fait. Mais ce n'est pas ça le sujet. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est quoi? C'est que les gens sont quand même allés malgré tout à ces élections. À quoi on a assisté? Du jamais vu dans l'histoire. C'est-à-dire un troisième tour des élections organisé dans les bureaux de la Cour constitutionnelle. Vous n'avez jamais vu quand, par exemple, les bureaux de vote sont irrégulièrement constitués. Mais est-ce que c'est la faute des citoyens qui ont voté? C'est l'administration. On ne peut pas venir invalider 20 000, 10 000 votes. Monsieur le Président, le troisième tour n'a pas commencé cette fois-ci. Vous-même, vous l'avez dénoncé lorsque vous étiez Espoir 2002 avec Ibeka, où on l'a fait perdre beaucoup de voix. Djankounda Traoré, président de l'ADEMA, avait gagné les élections sur le terrain en arabe, mais il a été recalé à la Cour constitutionnelle. Donc, ce n'est pas inédit, ce n'est pas une première à la Cour constitutionnelle, monsieur le Président. Ce n'est pas une première. Vous ne pouvez pas venir me dire il y a quelque chose qu'on fait depuis longtemps, c'est mauvais. Vous dites que c'est une première. Pourquoi? Non, je vais vous dire pourquoi c'est une première. Je vais vous expliquer. Je voulais attirer votre attention que ce n'est pas une première, c'est une habitude même. Je vais vous expliquer pourquoi c'est une première. C'est une première parce que cette fois-ci, vous allez voir parmi même les partis dits de la majorité le coup qu'on leur a joué. Parce que l'objectif cette fois-ci, ce n'est pas seulement d'avoir des élus. L'objectif, c'est d'avoir une assemblée aux ordres pour organiser la partition du Mali à travers ces fameuses révisions constitutionnelles auxquelles les Maliens se sont opposés. C'est ce que nous voyons venir. Donc tout a été fait pour pouvoir avoir une assemblée aux ordres qui va remettre en cause l'existence du peuple malien. Donc on a dit qu'il faut faire le voilà dès maintenant. Okay. Oui, même les partis de la majorité, vous avez vu leur déclaration? Monsieur le Président, donc la donne a changé. Quelle que soit la goutte d'eau, sous tous les cieux, la démocratie représentative repousse le mandat. Est-ce que vous ne craignez pas qu'une interruption de mandat nous ramène à la situation qui a entraîné celle que nous connaissons aujourd'hui, la crise malienne, l'interruption du mandat de 2012? Vous savez, ça c'est les analyses spécieuse. La crise de 2012 n'était pas due au coup d'État. C'était un élément. Au moment du coup d'État, Aguelhok était intervenu, Tessalit était tombé, Kidal était encerclé. Personne ne savait ce qui allait venir dans quelques semaines. Maintenant,
Le coup d'État a précipité les choses. Mais passons sur ça. Le coup d'État a entraîné l'effondrement de l'État. L'instabilité institutionnelle. On va laisser l'invité répondre. Attendez, Draman, parce que l'idée qui consiste à faire croire que la crise malienne ne date que 2012, elle est fondamentalement fausse. Oui, mais 2012 a été le... du coup Vous savez, l'instabilité, les institutions peuvent être stables. Actuellement, elles sont stables. Les gens sont en train de se tuer au centre. Ce n'est pas une fin en soi. Et ce que je veux vous dire, c'est pas une fin en soi. L'instabilité n'est pas une fin en soi. Si ça doit amener à la guerre civile au centre, la stabilité. Aujourd'hui, on dit que les institutions sont stables depuis 2013. Mais on se tue au centre tous les jours. On enlève les chefs de file de l'opposition. Maintenant, la démission du président, je reviens sur ça. Ce n'est pas une fin en soi, monsieur le président. L'instabilité, c'est quoi alors? Non, j'ai dit la stabilité n'est pas une fin en soi. Si ce n'est pas une fin en soi, alors l'instabilité, c'est quoi? Une fin en soi, pour que vous dites en français, ça veut dire qu'on ne le fait pas comme ça. S'il y a la stabilité, c'est pour que les citoyens vivent mieux, c'est pour qu'ils soient en sécurité. Si vous parlez de l'instabilité institutionnelle, je vous dis de 2013 à maintenant, on est dans une stabilité institutionnelle. Est-ce que ça a empêché les gens de mourir, la guerre civile d'arriver au centre? Maintenant, je vais vous dire... Attendez, je ne suis pas arrivé à cette réponse. Je n'ai pas répondu à cette question. Tu me permets? On va organiser... Je n'ai pas répondu à la question pourquoi on demande la démission du président. Je vais vous dire... La démocratie. Quelles urgences sont au-dessus? Je suis en train de vous expliquer. Je suis en train de vous expliquer. La démocratie, c'est le vote, c'est la façon de gouverner. Ce n'est pas la première fois au monde, ça ne sera pas la dernière fois que lorsqu'un pouvoir crée les conditions où il convainc sa population qu'il ne peut plus lui apporter le meilleur être, qu'il n'y a aucune possibilité d'opérer le changement par la voie des urnes. Et les élections législatives d'aujourd'hui, le troisième tour, plus tous les micmacs qu'il y a eu, ont convaincu tout le monde. Ceux qui sont sortis protester, vous avez vu, on a envoyé les forces spéciales tirer sur eux et les tuer pour les intimider. Les gens ont perdu l'espoir d'un changement pacifique. Et donc, si on continue comme ça, tout le monde sera enterré. Voilà ce qui a poussé les gens. Maintenant, le président, Ibeka n'a pas demandé la démission de ATT ici. Il l'a dit dans la rue. Les gens n'ont pas demandé les marcheurs, les gilets rouges, ils n'ont pas demandé la démission de... Vous venez de dire que ce n'est pas parce qu'il y a eu... Parce que vous voulez dire que demander la démission du président, c'est anticonstitutionnel. Ibeka a demandé la démission de ATT ici. Les gilets jaunes ont demandé la démission de... Aux États-Unis, il y a des gens qui demandent la démission. Monsieur le ministre... Donc, demander la démission de Ibeka, je ne vois pas pourquoi vous dites que c'est anticonstitutionnel. Monsieur le ministre, j'ai une question de voler. S'il vous plaît, Chana, allez-y. Monsieur le ministre, Monsieur le Président... Monsieur le Président, dans votre analyse, vous avez tenté de démontrer que c'est avec ce que vous appelez le troisième tour que le pouvoir va avoir une majorité pour voter des lois afin de faire... Une majorité mécanique. Alors que sans ce troisième tour-là, cette majorité était déjà acquise. Donc, c'est que quelque part... pas une raison qui prospère. Non, ce n'était pas acquise. Je vais vous expliquer pourquoi. L'autre volet, vous dites que tout le monde, vous demandez la démission du président de la République. Vous, qu'est-ce que vous pesez? Que pèse le MPR? Le FSD. Que pèse le FSD? Que pèse Cheikh Oumar Sissoko et Semas démocratiquement pour pouvoir demander le départ du président? On vient de sortir d'une élection où le MPR n'a eu qu'un seul député. Le FSD n'a... Disons, on lui a attribué un député. Bon, il a obtenu un député. Donc, que pèsent vos structures démocratiquement pour pouvoir demander la démission du président? Ce qu'on pèse, vous allez le voir vendredi. Ce qu'on pèse, c'est le vendredi qu'on va le montrer. Vous n'avez pas pu le montrer dans les urnes. Vous n'avez pas pu le montrer dans les urnes, vous voulez le montrer dans la rue. Les résultats des urnes ont été manipulés, falsifiés. Et ce qui est sorti là, ce n'est pas le résultat des urnes. Vous avez vu à Mopti des candidats qui ont eu des bulletins de vote par milliers. Je n'ai pas eu le temps de tout développer. Donc, on a pris les gens, la main dans les cieux. La justice a condamné les gens. Ces candidats sont restés, ils sont à l'Assemblée. C'est comme ça partout dans la République. Ceux qui sont à l'Assemblée, les gens vont démontrer le vendredi qu'ils ne représentent pas la majorité des Maliens. Monsieur le ministre, dans les sièges... Beaucoup ont été nommés. Donc vous incarnez la majorité des Maliens.
Le vendredi, on verra ce qu'ils vont écrire. On a fait un appel. Si on ne représente pas quelque chose, les Maliens ne sortiront pas. On verra si le vendredi, il n'y a que 100 personnes dans la rue. S'il vous plaît, Monsieur le Président, ma dernière question par rapport. Si le vendredi, les gens ne sortent pas, vous demandez la démission du président. Si les gens ne sortent pas vendredi, donc vous allez démissionner du jeu politique alors. On tire les conséquences. Monsieur le ministre. Ce n'est pas démissionner quand vous voulez faire partir quelqu'un. Si vous n'arrivez pas, vous tirez les conséquences. Monsieur le ministre, les conséquences après vendredi. Dans le sillage de cette manifestation, la Cour constitutionnelle a produit un communiqué demandant au gouvernement de s'assumer pour faire respecter la loi. Quel commentaire faites-vous de Il y a un communiqué cinglant de la Troïka qui va être signé tout de suite et publié. La présidente de la Cour, ou le président, il paraît qu'elle dit qu'il faut l'appeler le président. Le président de la Cour constitutionnelle est sorti de son rôle pour descendre dans l'arène politique. Son rôle n'est pas d'assurer la sécurité. Il y a des ministères pour cela. Où est-ce qu'elle était lorsque quelqu'un a fait des décrets d'amnistie comme un chef d'État? Qui l'a entendu parler ici? Où est-ce qu'elle était? On l'a vu ici dire, quand elle a voté au deuxième tour, à la télévision, que les élections se font parce qu'il faut une assemblée légitime, parce que celle qui était là n'était pas légitime. Ce n'est pas elle qui a donné l'autorisation à cette assemblée de prolonger son mandat 2 fois. Mais il faut qu'on respecte les Maliens. Il faut qu'elle respecte les Maliens. Deuxièmement, on l'a vu ici donner des avis sur des dossiers qui sont susceptibles d'être déférés devant elle. Or, la loi qui crée la Cour, qui organise la Cour, indique très clairement que la Cour constitutionnelle ne doit pas donner d'avis sur des questions susceptibles d'être déférées devant elle. Elle l'a fait plusieurs fois. On a vu des ministres dans son bureau qui sont allés prendre des avis. Perpétuellement, la Cour est en dehors de son mandat, de la loi. Aujourd'hui, elle est descendue carrément dans l'arène politique. Et nous allons lui répondre sur le plan politique. Elle ne peut pas faire le gendarme en République du Mali. Elle s'occupe de veiller à l'organisation des élections. Ce n'est pas à elle d'appeler le gouvernement à réprimer les Maliens qui expriment leurs droits. Sortir pour marcher, demander la démission du président, c'est la liberté d'expression reconnue par notre Constitution. Elle ne peut pas nous l'enlever. Monsieur le Président, supposons que vendredi prochain, le président de la République répond à votre appel et démissionne. Quel schéma préconisez-vous qui ne soit pas en porte-à-faux avec la Constitution? Et dans le cas contraire, si vous ne démissionnez pas, que ferez-vous? Draman, vous savez très bien qu'en posant la question, en tout cas en ce qui me concerne, je suis convaincu que vous savez que vous n'aurez pas la réponse. Est-ce que vous imaginez honnêtement que des gens sérieux comme la Troïka, qui se retrouvent, qui parlent de l'avenir du pays, vont aller demander la démission du président les bras ballants comme ça, sans prévoir aucune alternative? Il y a les plans B, plan C, ça, plan il faut le dire, mais vous voulez que je vous dise? Le schéma, écoutez, le schéma je suis en train de vous expliquer. Est-ce que vous, ce que je demande, quel schéma? Est-ce que vous pensez, pensez honnêtement que moi je vais venir vous exposer ici? Non, mais ce que les Maliens vont faire. Les hypothèses possibles, c'est qu'on voit. Parce que ce qu'on sait, en cas de vacances du poste de président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale qui la place momentanément. Est-ce que vous êtes dans un schéma, dans ce schéma, ou est-ce que vous êtes dans un autre scénario, dans un scénario différent? Et vous voulez que je vous expose tous les schémas? Mais pourquoi pas? Mais ça, je n'ai pas mandat de le faire. Voudrait le savoir. Je n'ai pas mandat de le faire. Oui, je n'ai pas mandat de le faire. Monsieur le Président, tout ça là, ce grand bruit, est-ce que ce n'est pas un ballon de baudruche? Surtout qu'il semble qu'il y a des gens qui vont à Nioro et qui reviennent tout ça là. Pour faire quoi? Baudruche, c'est-à-dire, expliquez pour que les citoyens comprennent. Baudruche qui se dégonfle. Ça atteint un niveau inquiétant pour certains. Donc peut-être demain, après-demain, tout ça là va se dégonfler et puis bon, il n'aura rien. Comme on l'a vu dans le passé, l'annonce d'une manifestation, après, l'imam a renoncé. L'imam avait récemment annoncé une manifestation. Les contextes, les objectifs sont complètement différents. Le 10 février 2019, le président du Haut Conseil islamique, il était encore le président du Haut Conseil islamique, a appelé les Maliens à protester contre l'introduction de l'homosexualité dans les manuels scolaires. Il ne s'agit pas de ça. Récemment. Non, il est en train de... Non. Deuxièmement,
Le 5 avril 2019, ils sont sortis à la suite des massacres de Ogosago. En dessous, on s'est rendu compte qu'il y a la main du pouvoir même qui cherchait la peau du Premier ministre. Ils se sont débarrassés de lui, on connaît la suite. Il n'y avait aucun accord politique entre lui et personne. Les hommes politiques ont dit à leurs militants d'aller aux manifestations. Et c'est pour cela que quand certains ont dit que c'est des manifestations religieuses, j'ai dit de faire attention. Le 10 février, il y en a qui ont dormi au stade du 26 mars, ils n'ont même pas prié. Le 5 avril, il y en a qui n'ont pas été à la mosquée. Donc ce n'est pas une affaire de religion. C'est le mécontentement populaire qui a été cristallisé. Aujourd'hui, il y a un accord politique entre la CEMAS, Malikoura et FSD qui a été signé, qui les engage, qu'ils ont annoncé au peuple malien. Maintenant, ce que je vous dis, en politique, on se bat avec ses idées, ses arguments et le peuple. J'ai dit le vendredi, si les Maliens ne sortent pas, on tirera les leçons. C'est comme ça qu'on fait la politique aussi. Est-ce à dire que vous allez alors, si les Maliens ne sortent pas, ça va être votre retraite politique? Nous sommes convaincus que les Maliens vont sortir. Si je vous ai parlé, c'est une façon de vous défier. Le vendredi, les Maliens vont sortir, plus qu'ils ne l'ont jamais fait à Bamako. Nous sommes certains de ça. Oui, d'accord, monsieur le Président. Plus que le 5 avril. Quel que soit vraiment le degré de mobilisation que vous aurez réussi, ne vous paraît-il pas inquiétant que le leadership de cette démarche revienne à une entité d'essence et d'obédience religieuse, avec tout cela que cela comporte comme menace de laïcité et de l'État et des acquis démocratiques? Draman, c'est une question, j'avoue, que vous n'êtes pas le seul à nous la poser. Nous avons été interpellés à plusieurs niveaux, par des hauts cadres, par des diplomates. Donc c'est pour vous dire que c'est une question à laquelle on a réfléchi, on a discuté. Et ce que je veux vous dire, au niveau des informations, d'analyse dont je dispose, vos inquiétudes ne seront pas fondées. Elles ne le seront pas. Oui, Monsieur le Président, il nous est revenu que le vendredi, Diko va officier la grande prière à la place de l'indépendance. Est-ce que vous serez son muezzin? Vous savez, Diko a donné une interview. Quand vous parlez pendant 30 minutes, il y a des formules chocs. Il a dit qu'il demande à tout le monde de sortir, même les marchés. Le journaliste a dit, donc vous serez, la prière, ça sera là, il dit, je vais officier. Tout le monde a interprété. Si demain, parce qu'on a une équipe qui va décider des dernières mesures à la dernière minute, si l'équipe décide qu'il dit qu'on va prier et que nous sommes invités, on ira prier. Si l'équipe décide que c'est après la prière, ce qui est sûr, il avait été dit qu'on appelle les gens à partir de 14h. La prière, généralement, c'est entre 15h et 14h. Mais si on décide qu'il aille un peu plus tôt pour faire la prière, moi, je ne vais pas m'opposer. Mais je pense que c'est une formule choc pour choquer les esprits et appeler à la mobilisation de tout le monde. Vous serez le muezzin alors? Moi, je n'ai jamais été muezzin. Je serai là comme un homme politique pour tenir les discours. Monsieur les militants du FL, les responsables du FD, dont ils m'auront chargé. Monsieur le ministre, il nous revient également que les partisans du président Ibeka seraient à notre de bataille également pour vous opposer une autre marche le vendredi. Bon, vous savez, moi, je crois Est-ce qu'on peut craindre vous savez, de avec moi, j'ai toujours respecté les adversaires. Et vous aurez constaté, quelle que soit la façon dont je critique Ibeka, il n'a jamais été désobligeant vis-à-vis de lui. Parce que moi, je n'insulte jamais ni le passé, ni l'avenir. En politique. Il y en a qui l'ont fait. Est-ce à dire que vous pouvez vous retrouver avec Ibeka demain, comme vous ne voulez pas insulter le Est-ce que vous ne vous rappelez pas ici des partis qui ont dit en 95-96 qu'ils ne s'asseront jamais avec le MPR? On est devenus des alliés après. Je leur avais dit ce jour-là, vous insultez l'avenir. Donc pour revenir, aujourd'hui, quel que soit l'adversité qui est entre nous, et Ibeka et ses partisans, on doit le faire dans le respect. Et moi, je les crédite d'une intelligence, en tout cas pas moindre que la nôtre. Ils comprendront, je pense qu'ils tireront les conséquences eux-mêmes. Okay. Est-ce qu'aujourd'hui dire qu'ils vont sortir pour contre-marcher? Moi, je pense que les gens disent ça, ce n'est pas... tel que je les connais, ils sont très... de la contre-marche de 91. 91, on l'appelait contre-marche après la chute du régime. 91, c'est une marche que l'UDPM a organisée
pour demander ce que les militants de l'UDPM voulaient. Après la chute du régime, ils ont dit que c'est une contre-marche. C'est la seule marche qui avait été autorisée, c'était le 6 janvier. Les autres, que des militants de l'UDPM s'organisent dans les quartiers pour faire des marches et qu'ils croisent les autres, ça j'étais là-dedans, je n'étais pas au courant. Ok, ça c'est histoire de... Pas une contre-marche. Monsieur le Président, vous êtes montré particulièrement virulent sur l'organisation des élections en plein Covid 2002. En plein Covid 2019. Covid 2019, oui, effectivement. Et au point de traiter d'irresponsable un État qui organise des élections comme ça, en exposant les électeurs de ces électeurs. Aujourd'hui, vous êtes en train de participer à une manifestation de plus grande envergure avec beaucoup plus de menaces de la vie des électeurs. Je rappelle par ailleurs que vous avez appelé les députés Covid-19. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas des opposants Covid-19, vous n'êtes pas des manifestants Covid-19 avec la manifestation de ce vendredi. Bon, vous savez, Covid-19 maintenant, c'est devenu le dénominateur commun à tous ces... C'est vous qui en avez fait aussi. Je vais vous répondre à votre question. On peut le coller à tout aujourd'hui. Moi, je l'ai dit et je continue à croire qu'au moment où il devait reporter les élections, il ne l'a pas fait. J'ai dit que ce n'était pas responsable. Parce que dans tous les pays du monde, les élections présidentielles, les deuxièmes tours des élections, les élections législatives, tout le monde, parce que c'était des précautions, des mesures de précaution. Il ne l'a pas pris. Simplement parce qu'ils avaient tout ficelé, ceux qui doivent passer l'agenda. Si on reportait, ils devaient remettre en cause. Est-ce que vous aurez remarqué que le Mali est le seul pays musulman où l'État n'a pas pris ses responsabilités pour dire de fermer les lieux de culte? Dans tous les pays du monde. Pourquoi ils l'ont fait? Parce qu'ils avaient peur que les religieux disent, bon, si on ferme les mosquées... Vous cheminez avec des gens qui auraient pu le faire à la place de l'État, ils ne l'ont pas fait? Qui? Mais le CEMAS. Mahmoud Diko, je l'ai entendu très bien. Il a dit que la fermeture, la décision de fermer les mosquées, c'est une décision de l'État. Oui, mais ailleurs, les gens ont choisi certains lieux de culte, même ici au Mali. Mais même au Mali, mais dans tous les pays, dans tous les pays du monde, dans tous les pays du monde, le Mali est le seul pays où le gouvernement n'a pas pris ses responsabilités pour dire de fermer les lieux. Bon, somme toute, le même risque existe. Maintenant, le risque, je suis d'accord avec vous, ce risque existe. Ce que nous demandons à nos militants, c'est que tout le monde, en tout cas c'est le mot d'ordre qu'on va lancer, que tout le monde ait son masque, qu'il y ait des gels les gels antiseptiques. La distanciation sociale. Non, la distanciation, aujourd'hui, vous voyez, on ne peut pas la maîtriser. C'est des recommandations qu'on va faire aux militants. Mais on ne peut pas être... Monsieur le Président, il n'était pas responsable d'organiser le scrutin durant la période Covid-19 et il est aujourd'hui responsable d'organiser une marche durant la même période où la maladie s'est même propagée plus qu'hier. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai expliqué que aujourd'hui... Donc convenez qu'il n'est pas aussi responsable d'organiser une manifestation durant cette période. Non, vous ne me ferez pas dire qu'il n'est pas responsable. Il y a quand même, effectivement, on peut s'interroger sur l'opportunité. Il a fallu le pour et le contre. On a vu même que ce gouvernement, dans une certaine mesure, le Covid était devenu vraiment la parade à tout. Vous avez vu l'Assemblée, ils ont précipité. Nous savons que le Covid, là, ils ne veulent pas même que le Covid, là, serve pour qu'on ne manifeste même plus. Jusqu'à ce qu'ils fassent passer leurs réformes. Mais nous, on va pas se... Non, mais vous avez vu que tout est en train de s'accélérer. Vous avez vu à Caï, pendant un mois, le gouvernement a communiqué sur les mesures qu'ils ont prises. Mais on s'est rendu compte que tout c'était du mensonge. Il a fallu que le médecin-chef tombe de Covid, qu'on l'amène à Bamako. Le point d'entrée du Covid, que les gens sortent, tout ce discours de critique, toutes ces critiques aujourd'hui ne servent à rien si vous faites pire que le gouvernement, sinon la même chose que le gouvernement. Non, ce n'est pas pire que le gouvernement. On prendra les mesures qu'il faut, on va les recommander à nos militants, et on a mis dans la balance aujourd'hui les risques pour le Mali de laisser au rythme qu'ils veulent là, prendre tout le monde de vitesse. Covid, on installe l'Assemblée, on fait les réformes, les gens sont là, Covid. Mais nous, on est sortis de ça, on ne va pas nous laisser piéger par Monsieur le Président, vous avez vu, même dans les plus grands pays, tout le monde est sorti de ça maintenant. Les dernières élections législatives créditent votre parti d'un député à l'Assemblée nationale.
Quelle est la position de ces députés-là aujourd'hui au sein de l'Assemblée nationale? Vous connaissez ma position sur ces élections. J'ai dit ces le député, est-ce que vous entretenez... C'était des nominations. Oui, mais le député? Le député a été élu dans les circonstances que l'on sait. On a fait l'analyse au sein de notre parti. C'est un député MPR? Il s'est dit MPR à la date d'aujourd'hui. Et je vais vous dire clairement, ce député, il m'a dit, Monsieur le Président, dans quel groupe je vais aller? Je lui ai dit, Monsieur le député, je vais vous dire quelque chose. Moi, je ne crois pas à cette assemblée. Tu es venu à cette assemblée parce qu'ils avaient fait leur calcul. Il y a des partis qu'on a éliminés. Peut-être on voulait donner un député au MPR. Je le sais, très populaire chez lui. J'ai dit donc, les jeux d'alliance à l'Assemblée ne donnent aucune indication de ce que l'Assemblée va devenir. Ce que je te demande, qui est fondamental pour notre parti, toutes les lois qui vont venir, qui sont contre l'intérêt supérieur du Mali, comme les révisions constitutionnelles qu'ils veulent faire, les découpages qu'ils veulent faire, tu dois voter contre, quelle que soit ta position. Maintenant, les arrangements que les gens font à l'Assemblée pour occuper tel poste, ça ne donne aucune indication. Donc à l'Assemblée, ces députés-là ne peuvent plus. Donc à partir du moment où il a donné MPR, cette liberté, moi je ne le juge plus. Ce qui est convenu, c'est que le député MPR, quelle que soit sa position, c'est les instructions de notre parti, ne votera jamais la révision constitutionnelle à cause de laquelle on a mis cette assemblée en place, sauf s'il n'obéit pas aux instructions du parti. Le reste, les arrangements qu'ils font entre eux, amis, pour occuper un poste, certains ont besoin de lui pour compléter leur groupe, d'autres non. Ça, c'est des questions administratives. Elles ne sont pas politiques. Mais c'est inscrit au niveau de l'opposition. Non, quelle opposition? Il est de la majorité. Vous avez vu, il est inscrit au sein de la majorité. Il aurait pu aller avec l'URD, mais il est à la majorité. Le principal, le principal parti d'opposition a voté pour le candidat de la majorité. Qu'est-ce que vous voulez que les autres... Vous croyez que nous, on va être plus opposants que l'URD? On va leur faire la morale? La position du MPR est très claire. Quand ils ont voté la loi d'amnistie, ce qu'ils appellent la loi d'entente nationale, nous avons dit de ne pas voter. Parce que tu ne peux pas amnistier des criminels qui n'ont pas demandé pardon et les victimes, vous ne leur avez pas demandé. Mais qu'est-ce qui était Président, les députés ont tous voté. Pourquoi ce jour-là, on ne va pas interroger? Tous les députés ont voté ce jour-là. C'est la dernière question. Nous allons revenir à la marche du vendredi, au cours de laquelle vous allez demander la démission du BK. Et pour expliquer un peu pourquoi vous demandez... Pourquoi cette demande? Vous avez donné le cas des Gilets jaunes, vous avez donné beaucoup d'exemples. Cela veut dire que vous n'êtes vraiment pas convaincu que votre demande sera acceptée. Non, vous faites des extrapolations. La question, s'il vous plaît. La demande, elle n'a pas à être acceptée ou non. La demande, elle s'impose ou elle n'est pas. Elle s'impose ou elle n'est pas. Si vous mettez 1 million, 100 000, 200 000 personnes dans la rue, les conséquences vont être tirées. Si vous mettez 2000 personnes dans la rue, les conséquences ne seront pas les mêmes. Sinon, ce n'est pas parce que nous... J'ai parlé des cas des Gilets jaunes et autres, pour ceux qui nous disent que le fait de demander la démission du président, comme la Cour constitutionnelle qui s'est égarée, je crois, dans les papiers de droit, pour nous dire que le fait de demander la démission du président, que c'est une violation de la Constitution. C'est pourquoi je l'ai dit. Sinon, ce n'est pas parce que nous, on ne croit pas. Nous sommes convaincus que le vendredi, le peuple fera comprendre qu'il n'est plus d'accord avec la façon de... qu'il n'est plus d'accord que l'argent de l'armée soit détourné, qu'il n'est plus d'accord qu'on révise la Constitution pour organiser la partition du pays, qu'il n'est plus d'accord que désormais on ne peut plus accéder aux responsabilités par des élections démocratiques. Mais on coupe, on vous donne, le prince vous donne ce qu'il veut et puis vous vous contentez de ça. Et vous me dites que c'est tout le temps. On veut mettre fin à ce système-là. Par-delà le contenu, c'est la dernière question. Le contenu et le message, la marche... C'est ma conviction, la marche du vendredi prochain révèle vraiment une perte d'audience considérable, une perte d'audience de la classe politique au Brésil. Si bien que vous ne pouvez pas, la classe politique malienne, je vais parler des partis politiques, s'il ne faut pas y associer les associations. Allez-y directement à la question. La classe politique malienne ne parvient plus à soulever les foules sans passer par des organisations religieuses. Ça, c'est un discours que vous tenez. Vous n'avez pas vu les manifestations montres organisées quand Soumaïla on a volé sa victoire en 2018? Il n'y en a jamais en République du Mali, dans toutes les villes du Mali, à l'intérieur et à l'extérieur. Ce n'est pas la première fois qu'on mobilise. Au fil du temps, la mobilisation s'est essoufflée, je le reconnais. Aujourd'hui, le troisième tour
organisé par la Cour constitutionnelle, alors qu'il est prévu 2 tours, a créé... La Constitution a prévu 2 tours. Le 3e tour de la Cour a créé une situation de sursaut national. Tout le monde s'est vu en danger de mort. Parce que ça veut dire que l'élection ne permet plus, si vous n'êtes pas d'accord avec le régime, vous êtes opportuniste. de le faire. Vous êtes opportuniste. Non, ça c'est des mots que vous utilisez. Quand vous n'êtes pas d'accord avec un régime, vous faites campagne pour le faire partir aux élections. Mais si vous vous rendez compte qu'ils ont verrouillé le système, ils sont sortis de la Constitution pour créer les conditions de la perpétuation du pouvoir d'une oligarchie plutocratique qui a pris le pays en otage. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes appelé au peuple. Vous indignez. Vous indignez d'abord. Et pour exprimer votre indignation, vous dites au peuple, on n'est pas d'accord que l'argent destiné à l'armée soit détourné. Est-ce que je vous pose une question? Moi, je suis ingénieur. Est-ce que Draman, vous pensez honnêtement qu'en temps de guerre, on peut construire des camps militaires, pas un pas de patois, et on oublie de faire un forage dans le camp, qui ne coûte que 3 millions. Il y a 2 choses. Soit il y a l'incompétence notoire ou il y a une mauvaise foi. Monsieur le ministre. Moi, il y a des choses qui se passent, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire 7 ans, on ne peut pas avoir des vecteurs aériens. On attaque des camps pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il n'y a pas de secours. Pendant 7 ans. On ne peut pas accepter, quelle que soit la façon dont on soutient le régime. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Monsieur le ministre. Moi, je ne suis pas dans l'acrimonie contre Ibeka. Monsieur le ministre. Je ne suis pas contre. Dans son pouvoir, il y a des gens que je respecte. Et lui-même. Mais on ne peut plus continuer ce qui est en train de se passer. Monsieur le ministre, nous sommes au terme de ces échanges. Merci d'avoir comparu devant les grands jurys qui étaient composés de Chana Takiou, directeur de publication du journal Le Témoin, Abdourahmane Keïta du journal Le Témoin, Chana Takiou du 22 septembre. Notre invité était Dr Choguel Kokala Maïga. Maître Chana Takiou, Maître Abdourahmane Keïta, avocat de haut niveau. Docteur Choguel Kokala Maïga, président du MPR, s'il vous plaît. Le défenseur de la cause du peuple. En tout cas, aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.